Nous avons rencontré Margot un jour d'hiver. L'un de ces jours qui colle le bourdon, mais propice aux confidences. Margot pensait que le temps était venu de témoigner. Les femmes devaient savoir, absolument. Justine aussi en était convaincue. Justine et Margot sont deux victimes d'un objet si intime qu'on chuchote à peine son nom. Un tampon. Lorsque les premiers mots sont sortis, comme ceux qu'elles ont jetés sur ordinateur, ne résonnaient que des souvenirs traumatiques. Je me sens lourde et fatiguée. Tellement fatiguée que je n'arrive pas à me rappeler clairement des jours précédents. J'ai comme l'impression d'avoir été ouverte sur tout le ventre et que tous mes organes vont tomber à chaque fois que je fais un pas. Il y a une semaine, j'avais une vie normale et maintenant je suis là. Je me rends compte que je viens de frôler la mort. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver ma vie, ma santé et mon corps? Je vis dans l'angoisse d'une récidive. Personne ne sait ce qu'il m'arrive. Qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai failli mourir à cause d'un tampon? Frôler la mort à cause d'un tampon, c'est à peine croyable. Pourtant, c'est bien le récit que vont nous livrer ces deux jeunes femmes, pas à pas. Je ne pense pas que les femmes soient au courant du risque lié au tampon, car on n'en parle pas. Voilà, on n'entend jamais parler de la dangerosité du tampon. On essaie de se souvenir le moment où on avait ces règles, à quel moment c'était, quel tampon. Ça reste en nous, c'est ancré, c'est un choc qui a bouleversé ma vie. Pendant des mois, comme pour assembler les pièces manquantes d'un puzzle, nous avons rencontré des victimes, des scientifiques, guidés par deux envies majeures. Pallier le manque cruel d'informations sur les tampons et déterminer leur degré de dangerosité afin d'inciter les autorités sanitaires et les fabricants à prendre les mesures nécessaires. Regardez, sur n'importe quelle boîte de médicaments, vous avez la composition. Y compris les excipients, les choses qui servent à parfumer. Là, rien. Silence total. Vous entendez vos amis vous dire « utilise des tampons, c'est un produit sûr ». Mais personne ne m'a dit qu'il y avait des risques possibles. Nous devons aider les utilisatrices d'aujourd'hui à prendre une décision en toute connaissance de cause. Alors que les femmes utilisent en moyenne 11 000 tampons dans leur vie, les fabricants refusent de communiquer sur leur composition. Nous avons donc lancé nos propres analyses en laboratoire et avons eu accès à une étude inédite lancée par le secrétariat d'État à la consommation. Tous les tests ont mis à jour des substances toxiques. On a recherché les dioxines et furanes, il y en a 25 qu'on a recherché. On a recherché le formaldéhyde, on a recherché le glyphosate, on a également recherché des phtalates, on en a cherché 15 dans notre liste. À ce jour, il n'existe aucune étude d'impact des tampons sur la santé des femmes. Voilà pourquoi, patiemment, nous avons mis en lien, dans le monde entier, des travaux de scientifiques et rencontré des lanceurs d'alerte qui exigent que ce produit d'émancipation ne devienne pas un symbole de régression. L'attaché de presse m'a dit « Ma belle, ne vous inquiétez pas trop pour la dioxine, c'est pas urgent. » Et j'ai répondu « Cette charmante petite tête en sait bien plus que ça. Je suis plus intelligente que ce que vous croyez. » J'ai dit aux fabricants « Qu'est-ce qui pourra me faire arrêter de témoigner ? Ma mort. Je témoignerai jusqu'à ma mort parce que si on continue à parler, quelqu'un va bien finir par écouter. » Alors, écoutez attentivement ce qui va suivre. C'est un fait assez troublant. Les femmes qui ont frôlé la mort à cause d'un tampon racontent toutes le même début d'histoire. Épuisement brutal, forte fièvre,
Impression d'avoir la grippe ou une gastro. Elle présente en général les mêmes symptômes. Pour Justine et Margot, c'était en 2013. La nuit tombait. J'ai commencé à me sentir pas bien, à commencer à avoir un peu de fièvre. J'étais toute patraque, toute brassée, barbouillée. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à vomir une première fois, une deuxième fois. Donc là, ça ressemblait effectivement à une gastro. Et là, j'ai commencé à avoir la peau toute rouge comme un énorme coup de soleil. J'avais donc la température, j'étais pas bien, j'étais fatiguée, je vomissais. Donc je me suis dit ça va durer 2-3 jours, puis ça ira le lendemain. Et en fin d'après-midi, je me suis quand même décidée d'aller voir un médecin parce que j'étais vraiment pas bien. Et à ce moment-là, le médecin ouvre la porte et j'étais tellement faible que j'arrivais même pas à lever la main pour lui dire bonjour. Il me parle de la scarlatine puisque j'avais la langue gonflée framboise. Comme quoi j'avais du sang dans les yeux, une petite tension, le cœur qui battait très vite, trop vite. Donc il m'a examinée et il a vu que j'avais le ventre qui était un petit peu dur. Du coup, il m'a dit d'aller aux urgences parce que j'avais probablement l'appendicite. Justine et Margot sont maintenant toutes les deux aux urgences. Mais leurs cas ne sont pas jugés prioritaires. Seule dans un coin, Justine patiente. Aucune infirmière ne se rend compte que son état vient subitement de se dégrader. Je commence à ressentir des douleurs, mais que j'avais jamais ressenties. Et par la suite, j'ai appris que c'était dû à la déshydratation, donc c'est mes reins qui ne fonctionnaient plus. Et là, ça a commencé à être l'urgence. Margot, elle, a déjà été prise en charge, lorsque soudain, elle s'enfonce. C'est la panique. Aucun médecin ne comprend ce qui lui arrive. Personne n'a pensé à lui demander si elle avait ses règles, ni si elle a porté un tampon dans les heures qui ont précédé. Laure, qui accompagne sa fille Margot, patiente dans la salle d'attente sans s'inquiéter. Lorsqu'un médecin sort pour lui parler, c'est le coup de massue. Donc là, le médecin me dit écoutez, venez voir, il faut qu'on vous parle. Margot a une infection et c'est grave. Donc je comprends toujours pas. Je lui dis oui, elle a une infection, mais qu'est-ce qu'elle a? Je comprends pas. Et là, il me redit écoutez, c'est grave, c'est très très grave. Son pronostic vital est engagé, très très engagé. Foie, rein. Les organes de Margot sont en train de lâcher les uns après les autres. Les médecins qui s'occupent de Justine, eux aussi, sont paniqués face à tous ces symptômes qui, a priori, ne semblent avoir aucun lien. Pourtant, il y en a un. Le tampon. C'est lui qui sournoisement a déclenché un syndrome, le SCT, syndrome du choc toxique menstruel. On a commencé à me déshabiller pour voir un petit peu ces plaques que j'avais sur le corps. Ils se sont aperçus que j'avais la peau qui était en train de nécroser au niveau de l'aine. J'avais des œdèmes. En fait, je ressens les médecins s'inquiéter de plus en plus, angoissés. Ils cherchent des liens, ils cherchent un sens, ils appellent des collègues. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? En France, la plupart des médecins ne sont pas formés à identifier cette maladie. Même certains gynécologues en ignorent l'existence. Dans les centres hospitaliers de Lyon et Bourgoin, où ont été admises Margot et Justine, personne ne pense à contacter un chercheur qui travaille juste à côté. Le professeur Gérard Lina est pourtant l'un des seuls médecins en France à plancher sérieusement sur le SCT. Il connaît le responsable du syndrome du choc toxique menstruel, le tampon, qui permet à une variété particulière du staphylocoque doré, dont certaines femmes sont porteuses, de se développer.
Si le fluide menstruel est bloqué par un tampon dans le vagin et que dans le vagin, il y avait déjà du staphylocoque doré, le staphylocoque doré va utiliser le fluide menstruel comme milieu de culture. Là, ce qu'on voit ici, c'est des colonies de staphylocoques. Et c'est probablement ce qui se passe au niveau du vagin. On voit qu'autour des colonies, là, le sang a été détruit par la bactérie qui a produit des toxines qui détruisent les globules rouges. 20 à 30% des femmes sont porteuses du staphylocoque doré. Chez certaines, il va justement libérer cette toxine extrêmement dangereuse et déclencher une infection généralisée. Ces toxines qui passent dans le sang, en fait, activent le système immunitaire de façon massive et en fait vont être responsables d'hypotension, de choc, de fièvre, d'éruption cutanée. Et si on ne prend pas en charge correctement cette maladie, on peut en mourir. Vers 8 h du matin, on est à nouveau, les médecins viennent nous chercher, on rentre dans une salle, ils sont 5 ou 6. Et ils nous indiquent que Margot a plus de tension et que s'ils ne trouvent pas d'où vient l'infection avant midi, elle sera perdue. Et c'est la première fois où là, je pense à la mort, en fait. Parce que je me dis, c'est quand même bizarre de se sentir enfermé, de plus pouvoir bouger. Est-ce que je suis en train de mourir progressivement? Est-ce que je suis en train de tomber dans le coma? Est-ce que c'est ça, être dans le coma? En fin de matinée, j'ai un message de l'hôpital qui me disent ça y est, on a trouvé. Margot a une infection de l'appareil utérin. On va essayer de l'opérer. Après, on ne peut pas vous dire si elle va sortir vivante ou pas de l'opération, si elle va supporter le choc. On n'a pas le choix. Les médecins vont réaliser une intervention lourde, curer ses trompes. Margot sort vivante de l'opération, mais comme 20% des femmes dans ce genre de cas, elle ne va pas être répertoriée comme une victime de SCT. Pour les médecins, elle aurait contracté une maladie sexuellement transmissible. Ça a été assez violent, ouais, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte que Margot oui, a une vie dissolue, qu'elle a multiples partenaires. Enfin, ils ont été assez... Enfin, déjà, on vous annonce que votre enfant va mourir, et après, on vous dit, en plus ils l'ont sali quelque part. Quand les gens me disaient, mais voilà, ça vient de quoi? Pourquoi t'as fait ça? Voilà, j'avais pas envie de leur dire, apparemment, c'est une MST. Donc voilà, c'était aussi très compliqué, en fait, par la suite, d'en parler et puis de l'expliquer aux autres. Et voilà, c'est quand même très tabou et assez mal vu dans la société actuelle, donc... Margot et sa mère vont vivre avec le poids de la honte pendant 1 an et demi avant d'obtenir enfin le bon diagnostic. Un cas de figure malheureusement courant et surtout très problématique, car un diagnostic non réalisé ou même tardif peut s'avérer fatal. On s'aperçoit qu'il y a 20% des femmes qui sont rentrées chez elles sans savoir ce qui s'était passé. Ce qui est assez embêtant quand même, hein, parce que du coup, quand on regarde sur le fait est-ce qu'elles ont réutilisé des tampons ou pas, on retrouve à peu près le même chiffre, à savoir que 20% des femmes qui ont été prises en choc, qui ont eu des chocs, ont réutilisé des tampons, alors que c'est clairement un risque important de récidive chez ces femmes. Il y a certainement plus de cas que ceux qui sont déclarés. C'est un peu comme l'iceberg. Pour l'instant, nous, on connaît juste la partie qui est émergée et on ne sait pas quelle est la partie immergée et qui n'est pas déclarée. Après une semaine épuisante,
Justine sort enfin de son combat contre la toxine. Un miracle. Et par chance, ses analyses trouvent rapidement le chemin du centre du professeur Lina, qui lui annonce qu'elle a bien fait un SCT. Une information qui va la soulager, mais qui ne va pas faire taire les souffrances toujours endurées par son corps. Alors, plus les jours passaient, plus j'avais des symptômes nouveaux, différents. J'ai perdu la peau des mains, des pieds, des paupières. J'ai commencé plusieurs semaines après la sortie de l'hôpital à perdre mes cheveux par poignée. J'ai eu des choses bizarres qui m'arrivaient et qui repartaient comme elles étaient arrivées, donc c'est-à-dire soudainement. Parfois, les conséquences du choc toxique peuvent être encore plus graves. Un mannequin américain de 24 ans a porté plainte contre un fabricant de tampons. Depuis 3 ans, Lauren Wasser fait régulièrement la une des magazines en exposant sa jambe amputée. Telling her and my godfather to prepare for my funeral. My right leg was really bad. They both were just on fire. I mean, I can't even describe to you the pain. Pendant un SCT, face à la toxine, les organes vitaux se mettent en mode de survie, aux dépens des extrémités, de moins en moins irriguées. Pieds, jambes, mains. L'amputation ne peut alors être évitée. Trois ans plus tard, Justine, elle, continue à faire des allers-retours à l'hôpital. Son cœur a été lourdement endommagé par l'infection. Péniblement, elle vit avec ce corps fatigué qu'elle ne comprend plus. Le corps a vraiment subi un gros trauma. Je peux me réveiller un matin et être en pleine forme, comme je peux passer 2 jours complètement épuisée à ne faire que dormir, à ne pas avoir la force de rien, quoi. Margot, elle, a repris son quotidien sans y parvenir totalement. Elle aspirait à une vie simple, une vie comme tout le monde, comme elle dit. Un boulot, une famille. Mais un tampon lui a volé son rêve de femme, avoir un enfant. Donc ils m'ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas se prononcer à l'heure actuelle sur les chances de pouvoir procréer naturellement, en fait. Et ça risque d'être compliqué pour devenir mère. Et voilà, à 19 ans, quand on apprend ça, c'est très dur moralement. Je me dis qu'un tampon a failli me coûter la vie et maintenant, ce fameux tampon-là risque de réduire mes chances d'avoir des enfants. Enfin, qu'est-ce qui fait en fait dans la composition pour arriver à entraîner un choc septique et aujourd'hui encore, j'ai pas de réponse. Comme Margot, de plus en plus de femmes s'interrogent aujourd'hui sur la composition des tampons. Lancée par une étudiante française en août 2015, une pétition réclamant la transparence des produits a déjà récolté près de 260 000 signatures. Alors qu'un produit cosmétique, comme un simple gel douche par exemple, est dans l'obligation de lister ses ingrédients, pour un produit intravaginal sensible comme un tampon, rien, le néant. Pourtant, le professeur Lina en est convaincu. Dévoiler la composition secrète des tampons permettrait de comprendre vraiment comment se développe le choc toxique. Le tampon peut modifier la physiologie du staphylocoque et ça va dépendre de la composition du tampon. En fait, j'ai essayé de trouver des jeunes femmes qui seraient d'accord pour participer à l'étude sur les tampons périodiques usagés.